Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, à Ésotérisme expérimental. Directement de Mont-Saint-Hilaire, de l'autre côté de la rivière Richelieu, à Belleuil, l'église Saint-Mathieu de Belleuil était toute radieuse. Nous sommes le samedi 20 février 2021 pour le Vidéorandia numéro 8 du samedi soir. Parlant radieuse, radiation, conception, animation et montage Richard Glenn, notre invité M. Pierre-Henri Barnezet, chercheur et auteur du livre « La radioactivité, c'est la vie ». Il y a une version complémentaire à ce Vidéorandia numéro 8 dans le Club créé pour les abonnés du Club créé qui la retrouveront dès jeudi prochain. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de notre ami Gilles Surprenant disponible dans le forum Orandia, dont le lien est ici juste en bas, premier commentaire épinglé. Supervision technique Emmanuel Stéphane Donald, recherchiste Louis Ferland à la régie Spirale et la conception du nouveau site du Club créé, François Deschamps, webmaître. Bonne écoute. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a terminé avec notre invité, Daniel Haran, en parlant de radioactivité de Tchernobyl. Et je vous avais annoncé la venue pour cette semaine, le Vidéorandia numéro 8, de M. Pierre-Henri Barnezet, dont le livre est très clair. La radioactivité, c'est la vie. Ouais. C'est un peu différent de ce qu'on entend dire partout ailleurs, hein? Avec des beaux, on dirait ce sont des chiens tibétains. Ça me rappelle le drapeau du Tibet sur sa page couverture et le yin-yang, que vous connaissez bien. Hein? Alors, on le rencontre directement de France, Monsieur Pierre-Henri Barnezet. Bienvenue. Bonjour. Bonjour Richard. Est-ce que c'est la première fois que vous avez un interlocuteur du Québec pour être sur Internet? Ah, sur Internet, oui. J'ai été édité au Québec il y a 30 ans, mais ça tout s'est fait par courrier et par téléphone. À l'époque, Internet n'existait pas, donc non, c'est ça. C'est la première fois que oui. Pour ce livre-là, d'ailleurs. Oui, ce livre-là a été édité à Montréal. Et ce livre-là est toujours en impression, il y a toujours de la demande, et puis presque pas de publicité. Presque pas de publicité, alors c'est vraiment un phénomène. Et moi, je l'ai depuis 30 ans, justement. Oui. Et je dois vous dire qu'il m'a toujours fasciné jusqu'à il y a quelques mois. Là, j'ai commencé à dire, là, je comprends ce qui est écrit. Parce que c'est aride, hein? C'est très, très, très spécialisé. Et puis, vous donnez même des félicitations. Moi, j'attends ma médaille, là, parce que je l'ai lu d'un bout à l'autre, là. Vous dites, si vous êtes capable d'être rendu jusqu'ici en n'ayant pas sauté, vous êtes bon. Ben oui, c'est vrai. Mais là, j'ai pris la liberté de photographier tous les graphiques qu'il y a dans le livre, dans ce livre-là. Je sais que vous avez d'autres livres qui sont parus par après, j'ai pas eu l'occasion de les avoir en main. Mais je me suis permis de les prendre en photo. Vous me donnez l'autorisation de les montrer au cours de l'émission. Hein? Oui. Pour les droits d'auteur, tout ça, là, je ne veux pas avoir de problème. Et ça va nous permettre simplement de bien comprendre le sens de ça. Alors, je répète ici que le titre, c'est « La radioactivité, c'est la vie ». Mais en sous-titre, « Comment nous transformer jusque dans nos gènes pour peupler la nouvelle Terre ». Oui, alors il faudrait déjà définir ce que j'entends par radioactivité, laquelle, et ce que c'est que la nouvelle Terre. Déjà, il faudrait déjà définir ces deux termes avant d'aller plus loin, pour pas s'éparpiller sur des voies de garage. Alors, la radioactivité dont je parle, c'est celle qui se produit chaque fois qu'un gros astéroïde touche la Terre. La dernière fois, ça s'est produit le 30 juin 1908. Il y a un astéroïde de 45 mètres de diamètre qui a explosé à 6000 mètres d'altitude en rentrant dans l'atmosphère, et ça a fait autant de radioactivité qu'une bombe H. Alors, je rappelle que la bombe H, c'est 6 à 800 fois la bombe d'Hiroshima. Hein. Et que l'événement que vous rappelez, c'est arrivé en Sibérie, dans la Tunguska. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça, c'est ce qu'on appelle
l'astéroïde de la Stugunska, c'est ça. Mais il n'y a pas eu beaucoup de victimes, là. C'est pas comme la bombe atomique de Hiroshima où ça a fait des milliers de morts. Non, parce que le coin était désert. Le premier village se trouvait à 30 kilomètres. Bon, les habitants ont été soufflés par le souffle de l'explosion, jetés par terre, mais je crois qu'il n'y a pas eu de victimes, hein, parce que à l'endroit, la verticale de l'explosion, il y avait des troupeaux de rennes, hein, il n'y avait personne. Ouais. Et on remarque que les arbres ont été couchés dans toutes les directions, comme s'il y avait un épicentre qui fait souffler l'air dans toutes les directions. Oui. C'est ça. Mais la radioactivité. Il y a 2200 km, oui. La radioactivité n'a pas affecté la santé des habitants à 30 km. C'est proche, quand même, 30 km. La radioactivité d'une bombe atomique, ça aurait des... Oui, allez-y. Oui, mais justement, c'est déjà arrivé. Ça c'était un scénario en miniature. Mais il y a eu des astéroïdes beaucoup plus gros. Et à chaque fois, il y a eu de la radioactivité équivalent à des centaines de milliers de bombes atomiques. Et l'humanité est toujours repartie. Et les hommes des cavernes, en fait, c'est ça. Les hommes des cavernes, c'est des gens qui vont se réfugier dans des grottes juste le temps, pendant quelques dizaines d'années ou quelques générations, que la radioactivité redescende à un niveau un petit peu plus bas. Et ensuite, ils ressortent des cavernes. C'est pas des épisodes qui ont duré longtemps. Les hommes des cavernes, ça a duré que 1000 ou 2000 ans au maximum. Oui, mais monsieur, c'est après chaque... La radioactivité, s'ils n'ont pas de compteur Geiger, ça passe inaperçu. Pourquoi les hommes des cavernes, ils restent cachés s'ils sentent pas? Parce qu'il paraît que ça se ressent pas. On ne sait pas. Oui. Il devait sentir, il devait avoir une perception, disons, plus intuitive, qu'il valait mieux se planquer pendant quelques années où le temps, ne serait-ce que, et en plus tout était tout noir, en plus il devait faire froid, il n'y avait pas que la radioactivité. Parce que quand les poussières voilent le soleil et tout, il y a un hiver nucléaire, ça veut dire qu'il fait très froid pendant un an ou deux ans, à peu près. Donc là, il faut... Vous savez que dans les textes de la... Le seul endroit où il fait chaud, c'est sous terre. Hein, la Terre dégage 12 degrés en permanence. Hein, donc, s'il fait moins 30 dehors, si vous êtes à 10 mètres sous terre, vous avez 12 degrés en permanence. Donc c'est vivable. Oui. Donc ça n'a pas duré longtemps, c'est juste le temps que la catastrophe passe, quoi. Et alors c'est pas des gens qui ont vécu des centaines de milliers d'années dans des cavernes comme on nous le fait croire. Les cavernes, c'est juste des abris anti-atomiques naturels. Voilà. Ah, exactement, c'est ça. Ouais. Alors la radioactivité dont je parle, c'est celle-là, c'est celle qui suit chaque grande catastrophe due à un astéroïde. Est-ce que la radioactivité Est-ce que la radioactivité d'un astéroïde est le même genre de radioactivité que celle des bombes atomiques ou c'est différent? Eh ben, y a des points communs, disons. Mais on pourrait dire que les radioéléments des bombes atomiques sont un peu aux aliments cuits, ce que la radioactivité naturelle est aux aliments crus. Si vous voulez, c'est presque pareil, mais pas tout à fait quand même, quoi. Il semblerait que l'ADN humain soit assez bien adapté à des périodes de forte radioactivité naturelle. Puisque c'est déjà arrivé des centaines. Voilà, donc on est beaucoup mieux armé qu'on le croit pour résister à la radioactivité naturelle. Je pense qu'on a exagéré les dangers de la radioactivité parce que les écologistes, par exemple, croient qu'il n'y a jamais eu de catastrophe radioactive, que c'est une première, que si une centrale nucléaire saute, c'est une première. En fait, non, il y a déjà eu des explosions radioactives dans le passé, et il y a une autre raison qui fait que les dangers du nucléaire ont été, mais là c'est des raisons politiques, c'est que Greenpeace est quand même financé par la fondation Rockefeller, et c'est pas pour rien, c'est parce que De Gaulle, c'est De Gaulle qui avait fait décoller le nucléaire en France, qu'il était anti-israélien, et donc par conséquent il fallait stopper l'indépendance énergétique de la France avec le nucléaire. Donc ils ont financé la contestation antinucléaire. Donc on a exagéré les dangers de la radioactivité pour des raisons politiques. Et quand il y a eu même pour la radioactivité artificielle, quand il y a eu Fukushima, moi j'ai un compteur GGR dans le placard. Quand il y a eu Fukushima, tous les jours je regardais, hein, j'ai fait des relevés jusqu'à ce qu'elle rebaisse. C'est passé de 0,18 microsieverts à l'heure, c'est passé à 0,21 pendant 2 mois, et puis c'est redescendu à la normale. Donc en fait, il y a eu
10% de plus de radioactivité dans l'atmosphère. Les 10%, là, moi, j'habite à 900 mètres d'altitude. Si je monte à 1300 mètres, je les ai, les 10% en plus. Donc, c'est pas grand-chose, en fait. Okay. Mais de Tchernobyl, Tchernobyl a été plus dévastateur. C'est à peu près le même topo. Tchernobyl et Fukushima, c'est l'équivalent de 5 à 600 bombes d'Hiroshima, à peu près, là, en radioactivité, qui ont été dégagées tous les deux. Hein. À peu près l'équivalent de 5 à 600 bombes. Aussi bien Tchernobyl que Fukushima. Alors c'est sûr, pour les gens qui habitent à côté, ça peut être la catastrophe. Ouais. Mais au niveau planétaire, ça fait pas grand-chose. Oui, parce que l'astéroïde. Voilà, parce que l'astéroïde de Tunguska, c'est un bon point de repère parce que ça fait aussi 600 bombes d'Hiroshima en radioactivité. Donc on peut dire que Tchernobyl, l'astéroïde de la Tunguska et Fukushima, c'est l'équivalent de 6 à 800 bombes d'Hiroshima. Chacun. Donc ça donne quand même un bon point de repère. Alors on nous avait, c'est vrai, on nous a prédit toutes sortes de maladies, de cancer de la thyroïde et tout. C'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns en Corse, un peu plus que d'habitude, parce que il y a un nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté particulièrement sur la Corse. Bon, la Corse a été un peu plus impactée que le reste de la France. Bon, mais c'est resté quand même marginal en nombre. Hein, on est toujours là, je veux dire, aussi bien l'astéroïde de la Tunguska que Tchernobyl, on est toujours là. Bon, Fukushima, on n'a pas assez de recul encore, mais Tchernobyl et l'astéroïde de la Tunguska, ça n'a pas empêché la population mondiale de monter, de grimper. C'est pas ça qui a fait un génocide. Hein, donc voilà. Alors maintenant, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand un organisme reçoit de la radioactivité? C'est ça qu'il faut se poser la question. Et c'est ce que j'ai expliqué dans tout ce bouquin-là, c'est ce que j'ai expliqué, parce qu'on a seulement 3. À l'époque, j'ai écrit 10%, hein, les recherches scientifiques. Ah non, je vais peut-être vous dire comment je travaille d'abord. Tiens, Geneviève actuellement est en train de montrer la table des matières de votre livre. Là. Alors, oui. on voit sur l'écran à la télévision la table des matières. Oui, voilà. La table des matières est percutante, hein, quand on lit le contenu, là, radioactivité, c'est la vie, l'impactisme terrestre, ben, c'est ce dont on vient de parler. L'impactisme terrestre, c'est ça, c'est les astéroïdes. Après ça, inversion des champs magnétiques terrestres. La Terre va-t-elle changer d'orbite? Oh là. Alors, voilà, oui, il y a tout un programme. Hein. Vous avez, dans ce livre-là, je le trouve génial. Et j'en reviens pas comme quoi il n'est pas connu plus que ça. C'est bon. Eh ben parce que c'est normal. Hein. C'est normal parce que quand il y a... On trouve... pour découvrir une vérité, il faut être prêt. Il faut pas, je sais pas, j'arrive pas à m'exprimer. C'est peut-être mieux que j'explique comment je travaille. Hein. Allez-y, oui, ça m'intéresse. En fait, oui. Alors en fait, depuis tout petit, je perçois des choses dans la mémoire de la nature. Depuis tout petit, hein, quand j'avais 7 ou 8 ans à l'école primaire, dans mon livre de sciences naturelles, donc c'était dans les années 60, hein, puis j'ai 68 ans maintenant, donc c'est dans les années 60, à l'école primaire, on montrait une mâchoire de pithécanthrope datant de 700 000 ans, par exemple. Et comme ça, à 7 ou 8 ans, je regardais cette photo, je disais non, mais la date, elle est fausse, c'est beaucoup plus court que ça. C'est pas 700 000 ans, c'est 100 000 ans, ou même peut-être moins. Oui. J'avais des intuitions comme ça, tout petit. J'ai remarqué, j'avais la possibilité, enfin, à l'époque, je l'interprétais pas comme ça, mais plus tard, j'ai étudié les ésotéristes, j'ai lu Steiner, Blavatsky, les Rose-Croix, etc., des enseignements orientaux, et en fait, je me suis rendu compte que je voyais dans la mémoire de la nature. Oh. Et alors, en fait, je travaille à l'envers. Au lieu de... je vois d'abord des trucs, et ensuite je cherche dans la littérature scientifique pour voir si je trouve des preuves de ce que je vois. Donc, par exemple, j'ai eu la vision que l'espèce humaine pouvait se transformer très très rapidement à certaines époques, d'un coup. Hein, c'est le schéma de l'escalier qui est dans mon livre.
Et alors j'ai cherché dans la littérature, dans la biologie, j'ai un peu appris la biologie, j'y connaissais rien du tout. Et j'ai cherché des preuves d'une possible transformation brutale. Et j'ai trouvé. J'ai trouvé, parce qu'en fait, on n'a que 3% de notre ADN qui sert à nous donner notre hérédité. Et tout le reste, c'est des pages blanches ou des pages qui permettent d'enregistrer des nouveaux gènes, mais des gènes qui ne codent pas, ou des expressions de gènes qui ne codent pas. Ça veut dire que le gène va s'exprimer de plein de façons différentes, mais ça reste en mémoire, ça code pas. Seulement si à un moment donné, il y a de la radioactivité qui arrive, la radioactivité va modifier l'expression du gène et le codage du gène, et tout d'un coup, vous allez vous transformer. Et ça explique qu'en une génération, d'ailleurs, j'ai trouvé dans la littérature scientifique, dans un numéro de Pour la Science, notamment, que je cite au début de ce livre-là, oui. que après la fin des dinosaures, il y a des nouvelles espèces qui sont apparues en une génération, c'est-à-dire d'un coup. Et là, en fait, ça réconcilie les créationnistes et les évolutionnistes. D'ailleurs, il y a un schéma, d'ailleurs, tu peux le montrer, là, j'ai vu que tu l'avais mis sur ta télévision, là, le schéma de la page 162. Ce schéma-là. Ouais, voilà, c'est ce que je vois, là. Oui. Voilà. Alors, l'escalier, ça veut dire quoi? Donc, il y a comme un escalier, et puis il y a une sorte de corde qui est posée sur l'escalier, qui fait un peu plus incurvé, là. Alors, l'escalier, c'est que à chaque marche, sur le plat de la marche d'escalier, l'évolution est stable. Les espèces sont stables, ça bouge pas trop. Et puis tout d'un coup, il y a un astéroïde qui tombe ou une forte radioactivité et on part sur la partie verticale de la marche d'escalier et la génétique se modifie d'un coup, de même que l'orbite terrestre. Parce que l'orbite terrestre se modifie en fonction de la génétique. Ah non, c'est l'inverse, c'est la génétique qui se modifie en fonction de l'orbite terrestre du moment. Par exemple, au moment des dinosaures, la Terre était à 135 millions de kilomètres du Soleil. Elle était plus proche que maintenant. Elle était un peu plus petite aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Et il n'y avait pas un gramme de glace aux pôles. Les pôles étaient libres de glace, il faisait chaud partout, il n'y avait pas un gramme de glace. Et c'est normal, la Terre, c'était beaucoup plus chaud. Il y avait 12 fois plus de gaz carbonique que maintenant. Et puis, il y a eu la catastrophe qui a mis fin aux dinosaures. La Terre s'est éloignée du Soleil. Et à l'ère tertiaire, on a redémarré à 143 millions de kilomètres du Soleil. On était déjà plus loin. C'était pas encore la distance actuelle, mais c'était déjà plus loin que les dinosaures. Là, et puis ensuite, ça c'est... Est-ce que c'est le bon graphique, celui-là? Oui. Là, on voit la Terre qui est en deçà de la zone que vous appelez viabilité. Plus proche, zone de vie, oui. Oui, plus proche de Vénus et du Soleil que maintenant. Et Mars, par contre, Mars était déjà dans une zone de viabilité? Premier schéma, Mars était encore dans la zone de vie, mais la Terre n'y était pas encore. C'est ça, c'est ce que j'ai ici. La Terre était inhabitable, comme Vénus maintenant. C'est Mars il y avait la vie sur Mars à ce moment-là, la vie était sur Mars. Et puis ensuite, Mars s'est éloigné du Soleil suite à une de ces catastrophes. Elle est sortie de la zone de vie. La Terre est rentrée dans la zone de vie et tout a recommencé. La zone de vie, elle commence à 120 millions de kilomètres du Soleil. Hein. Donc à 120 millions, les algues et les humains. Et il y a combien de temps par rapport à maintenant? Alors là, c'est encore un autre sujet parce que toutes les datations par la radioactivité sont beaucoup trop longues. En fait, c'est beaucoup plus court que tout. Mais ça... oui, c'est beaucoup. La radio. Enfin bon, on pourrait faire une vidéo rien que là-dessus sur les datations. Hein. Les datations sont trop longues. En fait, elles sont plus courtes. Par exemple, les dinosaures, c'est pas la fin des dinosaures, c'est pas il y a 65 millions d'années, il y a 1 million d'années, pas plus. Wow. C'est 65 fois plus court que l'on le croit. Okay. Alors par contre, jusqu'à 12 000 ans en arrière, les dates sont presque justes. Bon, jusqu'à 6 000 ans en arrière, elles sont justes. Après, il y a une toute petite distorsion, mais bon, jusqu'à 12 000 ans, 1000 ans de plus, en plus ou en moins, ça change pas grand-chose à l'histoire. Bon, en fait, le cataclysme qui a été daté de 12 800 ans, officiellement, ça ne se dit pas, mais qui fait que les mammouths se sont retrouvés congelés d'un coup, alors qu'ils étaient dans une zone tropicale, parce que la Terre s'est décalée la lithosphère s'est décalée. Quand un gros astéroïde tombe, ça décale un peu la lithosphère. Hein. Donc la France, par exemple, peut se retrouver à la latitude du Sahara ou alors de la Suède. Donc ça veut dire que des mammouths qui mangeaient des fougères géantes se sont retrouvés tout d'un coup dans la glace et ils sont morts congelés.
Tout ça parce que quand il y a eu l'astéroïde qui est tombé il y a 12 800 ans, à Sitilmencat en Alaska, eh bien la lithosphère s'est décalée de 30 degrés et les mammouths se sont retrouvés dans une région polaire, ils sont morts, congelés. Bon, eh bien ça, quand ça arrive, quand c'est arrivé, ça officiellement c'est daté de 12 800 ans. En réalité, c'était peut-être 11 000, mais peu importe. Jusqu'à 12 000 ans, on peut dire que c'est à peu près juste. Par contre, quand on remonte plus loin dans le passé, ça se décale de plus en plus, parce que chaque catastrophe radioactive emballe les compteurs atomiques. Donc du coup, en 700 ans, par exemple, en quelques années, il peut y avoir autant de désintégrations radioactives qu'en 700 ans. Donc au lieu de dater 700 ans, au lieu de dater quelques années, ça va dater 700 ans. Et ainsi de suite, ce qui fait qu'on arrive au milliard d'années, on arrive à des durées démesurées. En fait, les grandes ères, l'ère archéenne, l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire et l'ère quaternaire, elles ont duré chacune peut-être 350 000 ans. Et non pas des millions et des milliards d'années, comme on nous le dit. Ce qui fait un total pour la vie terrestre de 2 ou 3 millions d'années, pas plus. Et ce qui veut dire, et ça explique beaucoup de choses, du coup, Mars était à la place de la Terre il n'y a pas si longtemps que ça, du coup. Ouais. Hein, on peut dire qu'il y a 4 ou 5 millions d'années, Mars était à la place de la Terre. Et il y avait de la vie sur Mars. C'est pour ça que moi j'ai prévu dans ce livre, je l'ai écrit il y a 30 ans sous une forme un peu de roman de science-fiction. On va voir le chapitre 4, hein, je ne sais pas si tu l'as lu. Oui. Le chapitre La Terre va-t-elle changer d'orbite? Je fais un scénario des astronautes qui arrivent sur Mars, qui découvrent des ruines. Bon, et ben en fait, je pense qu'on va découvrir des restes d'une planète désaffectée, une planète en ruine, mais où il y a eu, dans un passé, de la vie. Vous savez, là, c'était tout simple. Il n'y a pas de hasard, mais oui. Pierre-Henri, c'est cette année, c'est cette semaine et la semaine prochaine, au mois de février 2021, que les sondes envoyées par les Américains, les Chinois, les Émirats arabes arrivent dans l'orbite de Mars et il y en a qui vont atterrir sur Mars et l'autre... J'attends avec impatience, Ben, j'attends avec impatience les résultats, mais je ne sais pas s'ils vont tout nous dire. Hein, s'ils trouvent une ruine, je ne sais pas si... Bon, il y a déjà des trucs un petit peu bizarres, limite bizarres, qui ont été vus de haut, mais bon, c'est un peu tourné en ridicule par les astronomes officiels. Le visage de Sédonia, là, je pense que... Ça... Oui, par exemple, des trucs comme ça. Bon, on peut se poser des questions. Hein. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est... Bon... Oui, parce que ça a disparu avec les années. En tout cas, ils disent que ça a disparu. Il y a des gens qui disaient c'est un sphinx, c'est comme une tête humaine qui était là. Oui, mais tu sais, on peut voir des images dans des nuages, on peut voir des visages dans des roches, mais quand même. Mais là, OK. Alors, ça veut donc dire que à l'époque, Mars était dans la zone de viabilité. Je change de graphique. Et ça a été là, en même temps la naissance de Mercure. Oui, et ça c'est encore un autre sujet. Comment les planètes naissent du Soleil, ça c'est encore un autre sujet qui va à la contradiction de l'astronomie officielle. Mais pourtant, dans l'astronomie officielle, j'ai trouvé toutes les preuves qui montrent que c'est possible. Voilà. C'est à savoir que la nucléosynthèse dans les étoiles, elle est prouvée. Les étoiles fabriquent des éléments lourds en permanence. C'est leur mode de fonctionnement. C'est un peu leur déchet de fonctionnement. Et quand il y en a trop de ces éléments lourds dans les étoiles, elles doivent les expulser. Ah, ça serait d'un coup. Ça serait une éjection d'un coup de masse coronale là, qui... C'est ça qui fait les planètes. Parce que même à l'époque actuelle, hein, même maintenant, il y a dans le Soleil, je crois, 0,6% d'éléments lourds. Eh ben, ces 0,6%, ça ferait de quoi fabriquer encore une grosse planète. Donc actuellement, le Soleil a de quoi encore, en réserve, fabriquer une planète tellurique de la taille de la Terre. Quoi. Ah oui. Voilà. Donc, Robert Chaloux, les planètes. Robert Chaloux, Emmanuel Velikovsky, ils nous enseignent que c'est Vénus qui est entrée dans le système solaire et qui a poussé, qui est allé se placer là. Il y a eu une collision aussi qui a fait la couche d'astéroïdes après l'orbite de Mars, il y a une couche d'astéroïdes qui était une planète Tiamat ou je sais trop, qui a été éclatée parce qu'il y a eu justement un astéroïde qui est venu la frapper.
j'ai pas lu Velikovsky, hein, mais bon, c'est quelqu'un qui montre aussi que le système solaire n'est pas quelque chose de figé, c'est en évolution, ça bouge, alors qu'on nous apprend que depuis 5 milliards d'années, ça bouge plus, que tout est en place et que alors que bon, il faut se défaire de cette vision-là. Un système solaire, et puis dans un univers en expansion, le système solaire est aussi en expansion. Donc forcément, les planètes s'éloignent du Soleil peu à peu. C'est tout à fait dans la logique de l'expansion de l'univers. Hein. Alors la Terre est entrée finalement dans cette zone voilà. Qu'on appelle la zone de viabilité. Et Mars en est sorti. Que j'ai rebaptisé zone de vie dans le second bouquin, j'ai mis zone de vie, hein, c'est plus simple. Ouais. J'ai repris l'idée aussi, mais en détaillant un peu plus. Et c'est la zone de vie, quoi. Et donc la zone de vie, elle commence à 120 millions de kilomètres du Soleil. Vénus, elle est à 108 pour le moment. Elle n'est pas encore rentrée dans la zone de vie. Bon, à 120, il commence à apparaître les algues, parce qu'à 120, la planète se modifie, elle se refroidit, elle commence à tourner sur elle-même, elle éjecte un satellite. Et à partir de ce moment-là, elle peut abriter la vie. Okay. Et donc, alors ensuite, il y a eu, au moment des dinosaures, elle était à 135. Ensuite, à la fin des dinosaures, elle est allée se placer, je vais autour de 143 millions de kilomètres. Et à la fin de l'ère tertiaire, elle est allée se placer à 146. Et ensuite, actuellement, elle est entre 147 et 152. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on n'a pas plus de mal à respirer au mois de janvier qu'au mois de juillet. Au mois de janvier, elle était à 147 millions de kilomètres du Soleil, et au mois de juillet, elle était à 152. On n'a pas plus de mal à respirer, et pourtant il y a 5 millions de kilomètres d'écart d'excentricité de la Terre. Donc ça veut dire que si dans un futur lointain, quand il y aura la fin des temps actuels, la fin de l'espèce humaine actuelle, la Terre ira se placer, d'après ce que j'ai vu, à 167 millions de kilomètres du Soleil, donc un peu plus loin. On aura des années de 15 mois, et la vie sera toujours possible. L'atmosphère sera légèrement différente, il y aura un peu plus d'effet de serre pour compenser l'éloignement, mais la vie, la vie continuera encore. Avant que parce que pour sortir de la zone de vie, il faut dépasser 180 millions de kilomètres du Soleil. Donc, l'image numéro 12. Ça doit être le schéma d'après, le schéma numéro 4. Je suis rendu au numéro 12, lorsque vous dites que la Terre est sortie de la zone de viabilité. On est rendu au elle est sortie, là. Oui, c'est ça, oui. Elle est sortie, alors après, quand elle sort, c'est Vénus qui rentre. C'est Vénus qui rentre, et la vie apparaîtra sur Vénus. Donc Vénus est en fait la réincarnation de la Terre, si on veut, et on reviendra vivre sur Vénus. Nos esprits qui seront morts maintenant, reviendront vivre sur Vénus, et on aura la possibilité de faire mieux dans un monde qui sera quand même qui aura profité de toutes les expériences de la Terre, qui aura profité de tout ce qui a été un peu raté sur Terre, et qui du coup, sur Vénus, ça sera mieux. Mais oui, Pierre-Henri, vous connaissez la théorie aussi de Fibonacci, la progression de Fibonacci. On suit la règle de Fibonacci pour les orbites. Vous êtes d'accord avec ça? J'en ai entendu parler, mais je connais pas bien, non. Ah, ok. C'est une constante qui existe en tout dans l'univers, dans la formation des orbites planétaires, autant que dans la façon dont on... Cette constante, oui, mais elle sera respectée de toute façon. Oui, c'est ça, oui. Ça n'empêche pas un, n'empêche pas l'autre. L'écartement des planètes restera à peu près le même, c'est-à-dire Mars continuera à s'éloigner. C'est ça, elle va aller se placer sur l'orbite de Fibonacci, puis pendant que la Terre va aller prendre la place de Mars. Voilà, c'est ça. C'est ça, petit à petit, oui. Mais c'est au cas où des gens qui connaîtraient, ils diraient, écoute un peu, ils inventent... Non, ils inventent rien. Ça suit les règles. Sauf que quand c'est un peu comme des couches d'électrons autour de noyaux. On sait les couches K, L, M, N. Exactement. Et ça se fait par saut. C'est-à-dire que c'est pas progressif. À la fin des dinosaures, c'est passé de 135 millions à 143 très rapidement, en quelques années. Et tout a été bouleversé. Et la prochaine fois que ça va arriver, ça passera on est sur une orbite 147-152 actuellement, un peu excentrique, ça tourne pas tout à fait rond. Hein. Ouais. Et on passera de cette orbite 147-152 à une orbite d'abord, dans un premier temps,
il y aura un des deux chiffres qui sera conservé, on va passer sur une orbite 152, 174. Et ensuite, l'orbite a tendance à se recirculariser un peu. Et on sera sur une orbite de 167 millions de kilomètres du Soleil de moyenne. Et c'est là que... mais ça se fera assez rapidement, ce changement. C'est comme les électrons qui sautent une bouche, un saut quantique, quoi. Ça se fera assez vite. Par contre, après, la stabilisation est assez lente, mais il y a une toute petite stabilisation qui prend un petit moment. La preuve, c'est que ceux qui mettent au point les calendriers ont du fil à retordre au début. Quand vous prenez les calendriers d'il y a 6000 ans, les premiers calendriers après le déluge, donc qui est un petit cataclysme qu'il y a eu il y a 6000 ans, eh bien les premiers calendriers avaient 354 à 355 jours. Ça ne veut pas dire que les gens ne savaient pas calculer, ils n'étaient pas idiots, ils avaient le même cerveau que nous, même plutôt plus gros, le cerveau actuel dégénère un peu. Donc ils n'étaient pas idiots, simplement que l'année n'avait que 355 jours parce que la Terre était un tout petit peu plus proche du Soleil, donc l'année n'avait que 355 jours. Ensuite, c'est passé à 360. Et les Mayas ont fait des calendriers de 360 jours. C'était pas pour faire un symbolisme de 360 degrés ou je ne sais quoi, comme les délires qu'on voit des intellectuels qu'on voit un peu partout, mais c'est que l'année avait tout simplement 360 jours. Et puis après, les Chinois, ils avaient aussi 360 jours. Mais après, la Terre s'est éloignée du Soleil et donc le nombre de jours dans l'année a encore un peu augmenté. Alors les Chinois, ils s'en sont sortis en rajoutant un 19e mois de 5 jours aux 18 mois de 20 jours chacun. Il y avait 18 mois de 20 jours chacun. Ils ont rajouté un 19. C'était des mois qui étaient plus lunaires. C'était des mois de durée lunaire. La Lune qui fait le tour en 21 jours. Mais quand il y a eu 5 jours de plus, il a bien fallu remettre le calendrier à l'heure. Donc, ils ont rajouté un 19e mois de 5 jours pour faire 365. Là, on a l'air de... Et puis maintenant, c'est un peu... On a l'air de brasser la soupe, là. Mais en fait, c'est fondamental, c'est important parce que vous parliez tantôt de l'apocalypse, là, ou de la fin des temps, là, on est proche, là, de quelque chose, en tout cas. Ça pourrait arriver, on dit, d'abord, la bascule des pôles, elle est due. Oui? C'est la lithosphère qui bascule, c'est pas la Terre entière, si vous voulez, c'est la croûte terrestre qui bascule. Bon, ça change toute la géographie, ça revient au même, mais la Terre, la Terre, c'est... Vous avez la Terre qui est là, la croûte terrestre qui est comme ça. Quand un gros astéroïde tombe, la croûte terrestre, elle se décale de 30 degrés, par exemple, comme il y a 12 000 ans, elle s'est décalée de 30 degrés sur la Terre. Donc la Terre, l'intérieur de la Terre ne bouge pas, mais la croûte terrestre se décale comme ça. Ce qui fait que tous les pays qui sont dessus, toute la géographie change. Le pôle Nord, par exemple, il était sur la baie d'Hudson il y a 12 000 ans. Et il s'est décalé jusque là où il est maintenant, de 30 degrés à peu près. Oui. Puis il bouge encore, là. Ça va vers la Sibérie. Là. Mais ça, c'est le pôle magnétique qui bouge. Effectivement, le pôle magnétique, ça accélère à toute allure. Jusque dans les années 70, il bouge à 10 km par an. Et là, entre 2003 et 2013, il a avancé de 40 à 50 km par an. Il est passé tout près du pôle géographique et maintenant il part vers la Sibérie. Oui. Effectivement. Oui. Et chez vous, en Europe, vous avez des hivers, des froids terribles et même des tempêtes de neige en Europe qu'on ne voyait pas. À Rome, il neige, à Jérusalem, il neigeait. Il y a un chambardement. Là. On dit que c'est pas de réchauffement planétaire, c'est le dérèglement. Il y a quelque chose de déréglé. Ça, c'est encore autre chose. C'est parce qu'on est passé dans le cycle solaire 25 depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Et ce cycle solaire 25, il s'annonce plus froid. Et il y a eu un changement de cycle solaire, donc c'est tous les 11 ans. Donc on a eu les cycles 21-22, c'est-à-dire les cycles des années 1976 à 1998, où ça s'est effectivement réchauffé pendant ces deux cycles-là. Et ensuite, il y a eu 2 cycles où ça s'est plutôt stabilisé. Donc le réchauffement s'est arrêté. Et avec même une légère tendance au refroidissement. Et là, le cycle solaire 25, l'activité solaire est... moi j'observe les taches solaires avec ma lunette astro. On vient d'avoir 3 années avec très peu de taches solaires. On a eu plus de 200 jours sans taches solaires, 3 années consécutives. Donc 2018, 2019 et 2020. Donc ça veut dire qu'on va plutôt, du point de vue solaire, on va plutôt vers un refroidissement
pour l'instant qu'un réchauffement. Alors évidemment, il y a les géo-ingénieurs, comme ils veulent pas avoir tort, qui essayent de réchauffer le climat pour faire croire le réchauffement climatique. Donc, ouais, là on déborde un peu. La géo-ingénierie. Est-ce qu'on est dans un autre débat là. A-t-on terminé sur les orbites là? Pour les orbites, est-ce qu'on avait terminé à peu près d'en parler? Oui. Alors les orbites, ça veut dire que donc la Terre va se trouver à 167 millions de kilomètres du Soleil. Donc la vie, il y aura une nouvelle forme de vie avec des êtres humains un peu différents qui auront un petit peu évolué grâce à tout ce qui a été vécu maintenant. C'est tout ce qui a été vécu maintenant qui va se mettre en mémoire génétique et cette mémoire va se mettre à coder quand la Terre, dès que l'orbite aura changé, la nouvelle génétique se mettra à coder. Alors ça veut dire que ceux qui se sont bien conduits, qui se sont conduits comme des surhumains, qui sont sortis de l'animal, ceux-là, ils vont avoir des corps surhumains avec des pouvoirs psychiques des pouvoirs psychiques extraordinaires qui vont leur permettre de survivre dans un environnement hostile au début. Et inversement, ceux qui seront laissés vivre comme des animaux, les mafieux, les pédocriminels et tout ce qu'on veut, ceux-là, c'est des gènes de chimpanzés qui se remettront à coder, des vieux gènes, des animaux, et ils deviendront des super chimpanzés, les fameux super chimpanzés dont je parle dans mon livre. Oui, justement, là, je vous amenais là-dessus, là, les chimpanzés, parce que vous dites, on a un ancêtre commun entre l'homme, l'humain d'aujourd'hui, et le chimpanzé. Oui. Contrairement à ce qu'on pense qu'on est issu du singe. Non, ça a l'air que le chimpanzé, c'est notre cousin. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Le chimpanzé est dérivé d'un bipède. Ça, j'explique tout ça dans le livre. Ouais. Hein. Il y a des expériences d'hybridation d'ADN mitochondrial de chimpanzés et d'hommes qui ont montré que la bipédie, la quadrupédie du chimpanzé est plus récente que la bipédie humaine. Ça veut dire que le chimpanzé vient d'un ancêtre qui marchait debout et qu'il est redevenu quadrupède suite à une modification chromosomique, c'est-à-dire la séparation du chromosome 23 en 24, c'est-à-dire le chimpanzé il en a 24 au lieu de 23 par cellule haploïde, ou 48 au lieu de 46 comme vous voulez. Ouais. Et donc en fait c'est un chromosome chez l'être humain qui s'est séparé en deux chez le chimpanzé. Mais en dehors de ça, le génome du chimpanzé ne diverge que par 9 inversions péricentriques et une isochromosomie, c'est-à-dire pas grand-chose. Il a suffi d'un peu de radioactivité pour couper ce chromosome en deux, en faire 2 chez le chimpanzé, 1 chez l'être humain, et 9 inversions péricentriques, c'est-à-dire on coupe le chromosome en morceaux, les gènes, les morceaux se retournent et le tout se recolle. Bon, il a suffi de ça pour transformer les êtres humains de l'époque en chimpanzés. C'est ce que j'explique dans ce bouquin. Et donc, d'ailleurs, on le voit, le chimpanzé, il marche comme ça. Oui. Hein, il marche sur les mains comme ça. Oui. Et il n'est pas adapté à la main comme le chien ou le chat, par exemple, qui ont les pattes comme ça. Hein, oui, c'est ça. Mais il est en train de se faire de la corne sur les jointures. Oui. Le chimpanzé a marché comme ça. Oui. Il va faire sur le dessus des mains. On voit qu'il n'est pas... Oui. Il n'est pas vraiment encore adapté à la marche à 4 pattes. Il aimerait encore marcher debout, mais bon, il commence à tomber, quoi. Donc c'est bien un être humain qui a dégénéré, quoi. Et est-ce que vous avez déjà des symptômes d'un être humain surhumain qui s'en vient? Est-ce qu'on peut voir, comme on voit le chimpanzé qui est redevenu animal quadrupède, est-ce qu'on peut voir des êtres humains qui, à regarder, on se dit, oh là, il y a quelque chose de plus, celui-là. Des fois, en observant certains comportements, on peut commencer à se poser la question. Hein. C'est les super chimpanzés sont en préparation. Hein. Non, mais les super humains, admettons les super humains, est-ce que c'est en préparation aussi? Il y a beaucoup de tests actuellement. Ils sont en préparation aussi, mais ça code pas. C'est de l'ADN qui se met en mémoire selon les comportements. D'ailleurs, il y a eu un nouveau nom. Quand j'ai publié le bouquin, le nom n'existait pas. Moi, je parlais d'introns ou d'exons, de gènes non codants, de gènes codants qui se mettaient à coder ou qui s'arrêtaient de coder. Maintenant, on parle d'épigénétique. Hein. Ça veut dire que, en fait, on s'est aperçu, enfin, les généticiens se sont aperçus que la façon de manger, la façon de se comporter, modifiait l'expression des gènes et faisait coder ou décoder d'anciens gènes ou coder des nouveaux, enfin des nouvelles expressions de gènes, qui fait que
qui fait que l'être humain se transforme. Il y a une micro-évolution, c'est l'escalier de tout à l'heure, un schéma en escalier. Oui. Ou alors, sur l'escalier, il y a une espèce non, c'est voilà, celui-là, ouais, bien. Ouais. Eh ben, il y a une espèce de corde qui est posée. La corde, elle symbolise l'évolution du génome. Oui, celle-là en pointillé, celle qu'on voit en pointillé. Petit à petit, le génome, il évolue, mais le corps ne bouge pas. C'est pour ça que la marche d'escalier, elle reste horizontale. Le corps bouge pas. Mais le génome, il évolue. Donc là, il y a un truc sur l'escalier qui monte tout doucement. Oui. Et au moment où il y a une catastrophe radioactive, c'est la marche verticale, c'est la contre-marche, donc la partie verticale de la marche d'escalier. Ouais. Au moment où il y a la catastrophe, eh ben, le génome rattrape le corps physique, et c'est à ce moment-là que les gens se transforment et que les super chimpanzés apparaissent ou que les surhumains apparaissent, quoi. Et c'est ce qui va se produire. C'est ça. Là, vous en avez annoncé un pour 2005, en 1991, à l'apparition de votre livre. Oui. Qu'en 2005, il y aurait ce que vous appelez EGA. Un EGA, c'est l'impulsion d'un astéroïde. Oui, EGA, c'est l'acronyme anglais que j'ai abandonné depuis. Hein. Ça veut dire Earth Grazing Asteroid. C'est les astéroïdes géocroiseurs, on dit en français. Hein. Okay. C'est la traduction d'astéroïdes géocroiseurs. Donc effectivement, j'avais annoncé un tsunami suite à un astéroïde qui tomberait dans l'océan et qui noierait beaucoup de gens sur les côtes. Alors ça s'est réalisé à la première harmonique, c'est-à-dire quand une prédiction, c'est une prédiction. C'est-à-dire que dans la mémoire de la nature, on voit tout, sauf l'espace et le temps. Et pour cause, c'est un monde où il n'y a pas de temps, où il n'y a pas d'espace. Hein, on voit tout dans un tableau, on voit pas d'espace. Ouais. Donc du coup, j'ai ce truc-là, mais il n'y avait pas d'espace et pas de temps. Donc j'ai mis 2005. Alors effectivement, il y a eu le tsunami de Thaïlande le 26 décembre 2004. Ah bon, on va pas chipoter pour une semaine. Hein, à une semaine près, j'étais bon. Bon oui, bravo. Mais il a fait que 300 000 morts, alors que moi j'avais annoncé plus. Parce que si le tsunami avait été mondial suite à un astéroïde qui serait tombé dans l'océan Atlantique, par exemple, et que du coup la vague part aussi bien vers l'Europe que vers l'Amérique, eh ben ça aurait fait plus de morts que le tsunami de Thaïlande. Mais j'avais quand même vu ce tsunami pour 2005. Alors il s'est réalisé à la première harmonique, il s'est réalisé en modèle réduit par rapport à ce que j'avais vu dans la mémoire de la nature. Bon, voilà. Et alors après. 2005 a été une année d'eau aussi. Il y a eu 27 cyclones en 2005. C'est le record. Hein. Il n'a toujours pas été égalé. Il a failli être égalé en 2015. Il y a eu 24 cyclones, mais il n'a pas été égalé. Pour l'instant, 27 cyclones, ça reste le record. Et ben c'est 2005. C'était une année d'eau, donc j'avais bien vu l'année d'eau en question, quoi. Alors j'ai fait une mise à jour sur mon site internet. Hein. J'ai fait une mise à jour qui s'appelle mise à jour premier livre, où j'ai recensé un peu toutes les prédictions que j'avais faites à l'époque, voir qu'est-ce qui s'est réalisé, qu'est-ce qui s'est pas réalisé. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de voir 30 ans après, quand un livre fait des prédictions, c'est toujours intéressant d'aller le relire 30 ans après, de voir qu'est-ce qui a pu se réaliser. Puisqu'on parle de génétique, vous savez qu'il existe maintenant une possibilité que l'être humain en laboratoire puisse devenir lui-même la radioactivité qui va casser des gènes, couper des gènes avec la nouvelle formule CRISPR-Cas9. Vous connaissez? CRISPR-Cas9, non. Qui est le ciseau à gènes. Ils peuvent couper où ils veulent, envoyer ce mot et mettre... Oui, alors, ils vont jouer à la radioactivité. Est-ce que la radioactivité coupait ou éliminait? Ils vont... Non, c'est pas pareil. Parce que pour que ça marche, pour qu'un bricolage génétique fonctionne, il faut que l'esprit groupe marche dans la combine, si c'est un esprit groupe animal, et il faut que le plan d'évolution pour les terriens soit d'accord. Enfin, il faut que ça arrange le plan. Pour qu'un bricolage génétique fonctionne, il faut que ça arrange le plan. Sinon, ça marche pas. Ah, autrement dit, oui, c'est un peu comme le clonage qu'ils ont fait pour la brebis. Ça marche, mais ça marche pas longtemps parce qu'elle dégénère très rapidement. Puis ça pas de suite. Voilà, et on l'a vu actuellement encore avec le virus, hein, la grande folie actuelle. Hein, c'est encore une preuve de ce truc-là. Ouais, c'est que bon, ceux qui ont fait le virus
avait mis 100, je sais plus 100 combien, 150 séquences d'ADN de virus étrangers. Il y avait le virus de la malaria pour flanquer le paludisme à tout le monde. Il y avait des séquences du virus du sida. Il y avait des séquences de tout un cas. Et ben, en quelques mois, le virus a retrouvé sa forme naturelle. Il a expulsé toutes ces séquences naturelles, ce qui fait que maintenant, c'est pas plus dangereux qu'une bonne grippe ou qu'un gros rhume. Et parce que le virus a retrouvé tout simplement sa forme naturelle. Le coronavirus, le rhume, c'est aussi un corona. Hein, donc c'est une forme les coronas, c'est une famille de virus très communs. Hein, la grippe, le rhume, c'est des coronas. Hein. Ouais. Donc le bricolage génétique n'aura pas tenu longtemps. Il aura tenu 3 mois à peu près avant que là, ils arrivent, que la nature reprenne. Ils parlent des mots variants, des variants. Il y a Montagnier, chez vous. Montagnier, vous le connaissez, le prix Nobel, là. Oui. Lui, il était le premier à sonner l'alerte en disant, attention, c'est un virus qui a été fabriqué, là. C'est pas quelque chose de naturel. On va pas chercher des phrases complètes dans un livre pour les mettre là, puis les mettre là par hasard. C'est des phrases qui ont été cherchées comme tu disais tantôt. Alors que là, il y a une commission d'enquête des Nations Unies qui vient d'aller à Wuhan en disant, en sortant de là, on ne sait toujours pas comment ça a été fait. On pense que probablement c'est les animaux, le pangolin, la chauve-souris, etc. Mais on n'est pas certain de ça, ça ne doit pas être ça non plus. Ils cherchent-tu à éviter d'arriver au vrai problème? Hein? Ah, bien sûr, ouais. C'est un secret d'État, hein, tout ça. Hein, ouais. Là, il y a un mot qu'on n'a pas réglé encore, là, parce que depuis le début qu'on se parle, vous m'avez dit, on va élucider 2 termes dans le sous-titre de votre livre, La radioactivité, c'est la vie. Il est écrit en sous-titre, comment nous transformer jusque dans nos gènes pour peupler la nouvelle Terre. Parlez-moi maintenant de la nouvelle Terre. Eh ben, on commence à y arriver. La nouvelle Terre, c'est quand la Terre se sera éloignée un peu du Soleil et qu'elle se sera placée sur une orbite un petit peu plus loin. Bon, moi, je donne 167 millions comme chiffre possible. Ça peut être un peu moins. Ça dépend de toutes les bonnes volontés qu'il y a sur Terre. Selon les bonnes volontés qu'il y a sur Terre, la résultante de toute l'évolution, de toutes les bonnes volontés qu'il y a sur Terre va faire que le scénario sera plus ou moins violent. Et on va être à la limite de la zone viable, là. D'après le graphique numéro 11. On va finir par se retrouver sur la limite. Oui, sur un petit schéma comme ça, mais la limite, elle est à 180 millions à peu près de kilomètres. Oui, quand même. Pour sortir de la zone de viabilité. Donc, même à 167, il pourrait encore y avoir la vie sur Terre. Il y aura un peu plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour mieux garder la chaleur. Mais c'est tout. Mais à part ça, la pression atmosphérique diminuera un petit peu aussi. Okay. Parce que Vénus, il y a 100 bars, 100 fois plus de pression, et Mars, il y en a 100 fois moins. Et plus une planète tellurique s'éloigne du Soleil, entre le Soleil, le moment où elle acquiert une atmosphère, à peu près vers 100 millions de kilomètres, et le moment où elle la perd complètement, comme Mars, petit à petit, la pression diminue au fur et à mesure que la planète s'éloigne. C'est pour ça que, à l'époque des dinosaures, il devait y avoir 10 bars de pression. C'est pour ça qu'on dit qu'il y avait 10 fois plus de gaz carbonique à l'époque des dinosaures. Ça a été mesuré, hein, les 10 fois plus de gaz carbonique, ça c'est sûr. Seulement, c'est pas qu'il y en avait 10, c'est qu'il y en avait 10 fois plus parce que la pression atmosphérique était 10 fois plus forte. Mais en fait, c'était la même proportion, mais avec 10 bars de pression. Donc ça revient au même. Ça veut dire, en fait, il y en avait 10 fois plus. En quantité, c'est comme s'il y en avait 10 fois plus. C'est ça. Voilà, c'était... Et on s'est prouvé que même l'être humain peut très bien respirer une atmosphère à 10 bars de pression en vivant bien. Ça a été prouvé par les expériences du commandant Cousteau, la capsule Précontinent 2, qui est allée s'immerger à 115 mètres de profondeur dans la rade de Marseille. Et pour compenser la pression, les hommes qui étaient à l'intérieur respiraient un air qui faisait 10 bars. Pour que la capsule soit écrasée. C'est ça. Ils ont vécu avec respirant un air 10 fois plus. Ils compensaient pour pas devenir fous avec l'oxygène en trop. Ils compensaient. Il y avait un mélange d'hélium et pour créer le volume. Voilà, parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup moins d'oxygène, sinon ils deviendraient fous. Mais c'est pareil, ça veut dire qu'on pouvait respirer, ils respiraient avec 10 bars de pression et ils ont vécu là-dedans. Donc c'est possible de montrer
c'est possible. Donc à l'époque des dinosaures, il y avait certainement 10 fois moins d'oxygène dans l'atmosphère en quantité, mais la proportion oxygène CO2 était la même. Mais comme s'il y avait 10 bars, il y en avait moins. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, le total, ramené à la quantité, à la pression actuelle, c'était pareil, mais comme il y avait plus de pression, il y en avait moins. Voilà. Ça me fait penser aux chambres, aux chambres hyperbares. Pour les enfants qui ont besoin de plus d'oxygène dans leur cerveau, on les met dans ça, puis avec plus de pression, justement, hyperbares, ça veut dire plus de pression. Voilà. Les chambres hyperbares, oui. C'est les caissons hyperbares. Les caissons hyperbares, c'est le mot, oui, caissons. Oui, comme les plongeurs qui vont en profondeur, trop longtemps, en remontant, ils sont obligés d'aller dans un caisson hyperbare, sans ça, ils vont, leur sang va bouillonner. Faire des paliers de décompression. Oui, ils doivent faire des paliers de décompression, sinon s'ils se décompressent trop vite, ça peut faire des petites bulles dans le sang qui vont... Alors, ça peut les rendre... Quand on regarde le graphique qui montre bien que les planètes sortent du Soleil, prennent de la distance, ce serait comme dire clairement, là, c'est impossible de rêver à une planète Mars qui va devenir une terra forma, une nouvelle Terre. Parce que Mars, elle ne reviendra jamais en arrière. Non, au contraire, elle va encore plus s'éloigner. Bon, donc on perd de l'argent. On perd de l'argent à penser qu'on rêve d'aller faire une civilisation sur Mars. Il vaudrait mieux attendre que Vénus rentre dans la zone de vie, qu'elle devienne moins un four, parce que là pour l'instant c'est un four, c'est invivable. Ouais. Mais il vaudrait mieux attendre qu'elle rentre dans la zone de vie, qu'elle devienne un peu vivable, quoi. Ça serait beaucoup plus... c'est ça. Parce que pourquoi les gens sont... Alors, tu touches à un truc là. Pourquoi les gens sont tant attachés à Mars? Il y a toute une symbolique. On veut aller voir sur Mars, on veut terraformer Mars pour aller vivre dessus. Mais pourquoi? Parce que c'est la nostalgie du passé. On a vécu sur Mars quand Mars était à la place de la Terre. Donc du coup, quelque part dans l'inconscient, c'est encore dans la mémoire de la nature tout ça. Donc et comme on y est relié dans cette mémoire de la nature, on peut y aller la nuit. On y est relié. Donc il y a cette nostalgie de Mars. Alors on cherche à terraformer pour essayer de retrouver le passé. Mais ça c'est la rigidité cérébrale. C'est comme tout le reste. On cherche toujours. On veut pas se libérer du passé. C'est encore un truc, quoi. Pierre-Henri, attention, la question qui tue. Tu sais, la question qui tue, hein? Tout le monde en parle avec Ardisson, là, t'as connu ça? L'émission de télévision, tout le monde en parle avec la question qui tue. Se pourrait-il que des êtres qui ont vécu sur Mars, sachant ce que vous savez, vous, pour la planète Terre, là, vous n'êtes pas un dieu qui vient nous apprendre la chose, là, vous êtes un humain qui a digéré ça dans son cerveau, qui a compris des choses, qui aurait eu une civilisation qui se serait, à une très très ancienne époque, installée, protégée, à l'abri de tout de l'extérieur, en allant à l'intérieur de Mars, et qu'il y a encore des Martiens qui vivent dans les entrailles de la planète Mars, et ce serait peut-être ceux-là qu'on appelle des extraterrestres, qui viennent avec des véhicules très avancés, sans gravitation, probablement avec la possibilité d'invisibilité, etc., une énergie libre qui existe partout dans l'univers, comme dirait Nikola Tesla. Alors, à partir de ça, ils sont plus dans une zone de viabilité à l'extérieur. À l'intérieur, c'est un vaisseau spatial qu'ils ont réorganisé à l'intérieur avec des chambres comme on voudra, là, pour être capable de survivre. Qu'est-ce que vous pensez de ça, mon ami? Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est que effectivement, quand ils ont senti que Mars s'éloignait, allait sortir de la zone de vie, allait devenir inhabitable, il y en a qui ont essayé de s'organiser pour continuer de vivre, malgré que ce inhabitable. C'est une minorité, mais une minorité qui se serait organisée à temps. Ouais. Ce que je vois, c'est qu'ils n'ont pas survécu. Par contre, ce que je vois, c'est que quand la Terre va sortir de la zone de vie, là, les terriens vont faire des villes sous cloche et vont essayer de s'organiser. Ouais. Ils vont essayer de s'organiser, de vivre plus longtemps que la zone de vie. Bon. Et quand Vénus va rentrer dans la zone de vie, il y en a même qui vont essayer d'aller s'installer sur Vénus avant
alors que Vénus en sera encore au stade des algues et des unicellulaires, que ça sera le tout début de la vie. Il y a des terriens qui vont essayer d'aller s'installer sur Vénus à ce moment-là et qui vont semer un beau désordre. Et c'est là que la nature s'en débarrassera en faisant naître le premier satellite de Vénus qui va s'éjecter de Vénus. Ça va être un bouleversement total, que ça va pulvériser la colonie terrienne qui sera installée sur Vénus. Et c'est là à ce que Vénus aura sa grosse lune qui va commencer à tourner autour et que la vie, vraiment une vie stable, va s'organiser sur Vénus à partir de là. Ah, Il ne faut pas chercher à survivre. Et voilà, il ne faut pas chercher à survivre avec nos corps matériels, c'est l'échec assuré. Enfin, il faut savoir que quand ça sera réorganisé, quand la vie sera réorganisée sur Vénus, vous, moi, on pourra, avec notre esprit, si l'esprit c'est enregistré sur la Terre, on pourra aller vivre sur Vénus dans des nouveaux corps humains qui seront un peu plus performants, qui seront mieux, avec moins de problèmes, et on pourra aller vivre sur notre planète de rechange. Comme il y a une époque... Mais il faut le préparer maintenant, ça. Attention, il faut le préparer maintenant. Si quelqu'un se laisse vivre comme un animal, à la fin de la Terre, ses expériences sont dissoutes, elles sont réintégrées à l'intelligence planétaire, mais son esprit n'existe plus en tant qu'esprit individuel. Si on veut exister en tant qu'esprit individuel et se réincarner sur Vénus, quand Vénus sera à la place de la Terre, ça se prépare maintenant. Il faut s'initier maintenant, il faut devenir vraiment un esprit individuel, donc se libérer de tous les égrégores. Enfin, ça, c'est encore une autre histoire. Et ce que vous nous contez pour Mars, Terre et Vénus, c'était probablement exactement ce qu'un Martien, à l'époque où ils étaient encore dans la zone de viabilité, qui probablement, ce Martien-là s'appelait Pierre-Henri Barnezet, pour les avertir, attention, nous allons quitter la zone de viabilité, c'est la Terre qui s'en vient dans la zone de viabilité. Et là, il y a des gens qui vont vouloir intégrer la planète Terre trop tôt, et à un moment donné, l'intervention de ces Elohim va faire que, vous voyez, l'histoire se répète. Mais je le vois, mais cette histoire, elle est juste au niveau astral, hein, par contre. Cette histoire, il ne faut pas se tromper de monde, hein. Quelquefois, on voudrait attribuer au monde physique des choses qui se sont déroulées dans l'astral. Et cette histoire de Martiens qui sont restés sur Mars après que Mars soit éloigné de la zone de vie, elle est juste au niveau astral. Et c'est des gens qui avaient une longueur d'avance. Ça veut dire que c'est des gens qui étaient déjà au stade humain quand nous, on était encore des animaux sur Mars, hein. Et donc, ça veut dire que quand ils sont en astral venus s'incarner sur la Terre, ils se sont incarnés directement dans les premiers corps humains, donc ils avaient une longueur d'avance sur nous. Et c'est ces gens-là qui étaient censés donner l'impulsion, qui étaient censés guider l'humanité, si on veut, hein, servir de guide de l'humanité. Seulement, ils ont failli à leur mission. Hein, maintenant, c'est les mafieux qui sont au pouvoir. Hein. Ils ont failli à leur mission. C'est ce que la Bible appelle les anges déchus. Hein. Mais tout ça, ça s'est déroulé au niveau astral. Ça s'est pas déroulé au niveau physique. Et dans beaucoup de cas, on confond l'astral et le physique, on mélange les mondes et du coup on se trompe de monde et on trompe son monde. Un autre exemple, c'est quand on nous parle de reptiliens, par exemple. Vous voyez des vidéos sur Internet de David Icke ou des trucs comme ça, où on voit des reptiliens avec des écailles ou des trucs comme ça. En fait, ça n'existe qu'au niveau astral, mais ça n'existe pas dans le monde physique. Il y a un chaman amérindien, il y a quelqu'un chez mon éditeur d'ailleurs, qui publie chez mon éditeur, qui s'appelle Samuel Onweor, il a publié beaucoup de livres de cet auteur, et cet auteur a fait une sorte de synthèse entre le chamanisme amérindien et l'ésotérisme occidental. Et il dit, cet auteur notamment, que les gens comme vous et moi, mais qui n'ont pas su maîtriser leur instinct alimentaire et sexuel, donc qui vivent comme des animaux, disons, eh bien, ces gens-là, en astral, ils ont un peu comme le tyrannosaure, ils ont une queue derrière leur dos, là, comme le tyrannosaure, ils appelaient ça, enfin, cette tribu chamanique, ils appelaient ça la queue du diable. Donc, en astral, effectivement, il y a des reptiliens. Mais ces reptiliens, c'est des gens qu'on voit tous les jours dans la rue, mais si vous regardez leur corps astral, ils ont cette queue du diable. Voilà. Donc, il ne faut pas se tromper de monde et tromper son monde. En fait, il n'y a pas de reptiliens au niveau physique. Si ce n'est les gens qui fonctionnent dans leur cerveau reptilien, mais ça c'est encore une autre histoire. Gurdjieff. Dire le cerveau reptilien, c'est le cerveau animal, quoi. C'est le cerveau des instincts primaires, quoi. L'instinct de survie primaire. Gurdjieff, un grand ésotériste que vous connaissez sans doute. Gurdjieff. Ben oui, Gurdjieff aussi parlait de ça, de l'appendice en arrière. Non, c'est pas. Tiens, je savais pas ça, oui. Ah oui, c'est très très clair. D'ailleurs, c'est Gurdjieff qui a écrit
Belzébuth à son petit-fils. Le dialogue entre Belzébuth et son petit-fils. Et il partait de la planète Mars. Et il regardait les humains de la Terre qui vivotaient comme des animaux sur Terre au début. Et eux étaient supérieurs aux humains de la Terre. Mais il les regardait faire en sachant très bien qu'un jour, ça serait ici que continuerait la civilisation, l'humanité, la vie, comme on la connaît, et que eux, ça serait terminé. Ah, c'est incroyable comme... C'est étonnant, c'est un peu la même idée. Hein. Ben oui, c'est exactement la même idée. Et écoute... Oui. Alors moi, je m'étais pas intéressé à Gurdjieff parce que c'est quelqu'un qui est un peu borderline. Hein. Il a un peu plus ou moins touché au rituel pédocriminel. Donc c'est quelqu'un qui est un peu limite hein, au niveau de sa vie privée. Hein. Oui, la question est très complexe. Vous parliez de Samael Aum-Weor. Samael Aum-Weor, un de ses livres les plus célèbres, c'est Le mariage parfait. Oui, j'ai ce bouquin. Je l'ai commandé chez mon éditeur. Bon, c'est ça. Il est chez le même éditeur que moi. Alors, la sexualité, c'est un des grands tabous planétaires. Et je dois dire que de ce côté-là, il ne faut pas trop aller gratter la vie de Léonard de Vinci pour apprendre des choses qui dérangeraient beaucoup de monde. Et la vie de tous les initiés, et la vie de tous les grands initiés, même. Ben voilà. Écoute, Pierre, ça, je pense que ça, il faut faire attention. On n'est pas rendu là. Oui. On va garder ça pour dans d'autres générations. La question qui me reste à poser à notre ami Pierre-Henri Barnezet. Écoutez, là. Oui. Un peu. Il faut que je la retrouve clairement. Parce que ce livre-là me hante depuis 30 ans. Et j'avais tellement peur que Pierre-Henri Barnezet soit décédé que j'étais content de vous trouver vivant encore pour en parler de ce livre-là qui est extraordinaire. Je rebondis là-dessus. Hein. Je suis rompu aux arcanes du mode de vie, donc je risque pas de décéder. Alors si un jour vous apprenez que je suis mort d'une crise cardiaque ou que je suis suicidé, c'est un assassinat déguisé. Hein. Je suis en très bonne santé, je vais bien. Je suis rompu aux arcanes, aux jeûnes, ou à l'alimentation saine et tout ce que vous voulez. Oui. Donc, je me conserve en bon état. Donc, si vous entendez dire que je suis mort d'une crise cardiaque, ça sera un assassinat déguisé. Hein. Voilà, j'en profite pour rebondir là-dessus. Voilà. Oui. Alors, la question était à savoir, ces êtres qui sont dans l'astral, l'important derrière tout ça, c'est la conscience. Quand tu as une conscience dans un corps biologique, est-ce que tu peux avoir la continuité de cette conscience-là dans le monde astral, et est-ce que cette conscience-là a les outils, comme le corps biologique a des outils pour communiquer avec l'autre par la parole, on entend par nos oreilles, est-ce que, et là je veux dire, est-ce qu'un gars comme Pierre-Henri, ou comme moi-même, ou comme d'autres qui nous écoutent, sont capables d'être en connexion, en communication avec des êtres de civilisation qui ne sont plus dans la matière biologique, mais qui sont toujours conscients, et grâce à leur conscience, ils établissent des connexions d'informations. Alors, en théorie, oui, mais la plupart du temps, on n'en a pas conscience, en fait. On s'en rappelle pas. Pourquoi que quand on fait une existence, vous le dites tantôt, il faut déjà se préparer pour aller sur Mars. Il va falloir y penser, puis commencer à préparer des organes. Alors, pourquoi pas? La conscience fait que quand tu meurs, tu restes avec la mort blanche, tu restes conscient. Tu n'es pas mort en perdant connaissance. Oui, mais cette préparation, elle ne se fait pas consciemment. C'est en vivant comme ceci ou comme cela que les organes futurs seront la résultante de ce mode de vie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça veut dire que si on vit d'une façon, si on vit d'une façon plus évoluée, hein, si on vit d'une façon supérieure, évoluée, on cherche à sortir de l'animal. Hein. Sortir de l'animal, c'est en ces 3 mots que vous pouvez résumer toute l'évolution. Le but de l'évolution terrestre actuellement, c'est de sortir de l'animal. Il n'y a pas besoin d'écrire un livre de 2000 pages comme la Bible ou autre. Hein. 3 mots, sortir de l'animal, vous avez tout résumé. Pas compliqué. Donc, si vous avez réussi à sortir de l'animal, vous allez avoir des organes qui seront la résultante de cette sortie. C'est-à-dire que vous allez avoir des organes qui vous donneront un cerveau plus performant, qui vous permettront de mieux comprendre les réalités du monde, parce que le cerveau actuel est limité. La conscience, c'est une chose.
mais si on n'a pas le cerveau pour l'exprimer, elle est rien du tout dans le monde physique. De même que si on n'a pas d'ego, on n'est rien du tout non plus. Il en faut un minimum pour s'exprimer. Quand on parle... Donc si vous vivez d'une façon plus évoluée, vous aurez les nouveaux organes, les nouveaux corps physiques qui apparaîtront sur la position future de la planète Terre quand elle se sera éloignée du Soleil. Vous aurez les organes et le corps physique qui correspondra à cette évolution. En fait, les catastrophes, la radioactivité et tout ça, les catastrophes valident. C'est comme le bouton valider sur l'ordinateur. Vous mettez en place toute votre évolution en vivant comme ceci ou comme cela, mais ça code pas. Donc, c'est frustrant parce qu'on voit qu'on avance, on fait des tas de trucs et puis on reste toujours lié à la maladie, etc. Ça avance pas. On est dans un monde où il y a beaucoup de mafieux, où ça avance pas non plus. On n'arrive pas à faire quelque chose d'intéressant parce que tout est bloqué, etc. Et puis tout d'un coup, la catastrophe arrive et tout ça, ça se valide. Et d'un seul coup, tout ce qu'on a préparé pendant cette période sombre, eh ben là, ça se valide physiquement et c'est le nouveau monde qui arrive. D'où le titre, La Nouvelle Terre de mon livre, le sous-titre, oui. je veux dire, de mon... Ah oui. Voilà. Vous connaissez les travaux du jésuite Pierre Teilhard de Chardin? Oui, alors je mets un bémol là toujours, aussi. Hein. Il disait toujours qu'il n'y a pas d'évolution progressive, mais que tout est en palier. En palier, oui, exactement comme tu fais. Et tu arrives au fond de la marche, oui. Et là, tu franchis un seuil. Et en franchissant le seuil vertical, tu viens de monter d'une marche. Oui. Pour ça, on est d'accord. Ben par contre, il y a des trucs il y a des trucs chez lui qui sont, je dirais, un petit peu, qui sont orientés par ses origines, parce qu'il faisait partie des jésuites, d'ailleurs. Oui, je ne le cache pas, oui. Il faisait partie de l'ordre des jésuites. Forcément, il fallait quand même qu'il travaille dans le sens de ses maîtres. Ah non, ben c'est justement ce qui l'a tué. Et savez-vous ce qu'il rêvait? De mourir le jour de Pâques. Et il est mort le jour de Pâques sans se suicider. Ça, c'est ce que j'appelle une belle mort programmée et organisée avec l'esprit qui dirige la matière et qui décide que c'est maintenant mon dernier souffle, c'est fini. Alors, il y a des choses étonnantes. Il est considéré comme un personnage dérangeant dans l'Église catholique parce que, écoute, il était catholique. Puis, peut-être. Ses livres étaient... Ses livres... oui, je me souviens plus d'un de ses livres, là, mais il y a le mot humain dedans, là, J'ai lu des citations dans des livres, mais le concept de noosphère me gêne un peu. Hein. Le concept, le concept du grand tout qui nie l'esprit individuel, hein, parce que la clé de l'évolution, quand même, sur la Terre actuelle, c'est quand même de développer un esprit individuel. Il faut pas confondre l'âme et l'esprit, hein, c'est deux choses différentes. Absolument, hein. Oui. Donc, il faut ceux qui ont, comme par hasard, les ésotéristes qui insistent sur le développement de l'esprit individuel sont toujours ostracisés par le pouvoir en place, hein, notamment par la franc-maçonnerie ou des choses comme ça, hein, parce que c'est une évolution que certains voudraient que la Terre ne prenne pas. Alors que c'est ça qui pourra faire le pont avec Vénus, avec la prochaine planète quand la Terre sortira de la zone de vie. C'est qu'il y en ait qui ait développé un esprit individuel. Sinon, tout se renoie tout se redilue dans l'intelligence planétaire, tout profite à l'intelligence planétaire, mais tout repartira à zéro sur Vénus avec tout sera à refaire, quoi. C'est-à-dire que tous ceux qui seront sortis de l'animal, qui auront réussi vraiment une évolution au-delà de ce qui était possible de faire, hein, qui auront vraiment poussé les limites sur la Terre, et ben tout ça sera à refaire s'il y en a pas. S'il n'y en a pas suffisamment qui ont développé cet esprit individuel sur la Terre. Et dans Teilhard de Chardin, il y a cette idée de noosphère qu'on retrouve aussi dans beaucoup de philosophies orientales, où tout se dilue, on serait rien, on serait qu'un atome du grand tout, et que, alors c'est vrai, du point de vue atomique, si vous voulez, hein, un être humain est à la taille d'un grain de poussière, même pas d'accord, mais au niveau de l'esprit, c'est pas vrai. Il faut pas confondre, une fois de plus, le monde physique, le monde astral et les autres mondes. Parce que ça s'arrête pas à l'astral, il y a encore le monde au-dessus, qui est plus important du point de vue de l'évolution que le monde astral. Hein. On l'appelle astral, c'est encore... on l'appelle dans certains milieux... On l'appelle dans certains milieux le monde éthérique. On l'appelle le monde éthérique, c'est-à-dire un monde d'énergie et de puissance, on ne dit pas électrique, on dit éthérique,
dans le sens d'une énergie luminique, lumière, mais intelligente. Oui, alors c'est difficile d'y voir clair. C'est difficile d'y voir clair parce que selon les auteurs, le même mot, astral, éthérique, mental, esprit, etc., désigne pas forcément la même couche du même monde. Oui, ça c'est vrai que dans la nomenclature, voilà. Le vocabulaire n'est pas le même, la définition n'est pas la même partout. Voilà, donc c'est difficile de s'y retrouver, ça demanderait une conférence entière rien que pour ça, parce que pour certains auteurs, l'éthérique c'est ce qui est le plus proche du physique, ça, c'est ce qui fait vivre les cellules, c'est ce qui fait... Alors en fait, quand on fouille un peu plus loin, on voit que pour beaucoup d'auteurs, l'éthérique se décompose en 4 zones, une qui est très proche du physique, et après d'autres qui sont de plus en plus éthérées. Seulement en fait, l'éther, c'est vrai que c'est ce monde comme tu viens de décrire là, mais parce qu'il n'est pas chargé d'informations. Alors que le monde astral, c'est l'éthérique supérieur, mais qui est chargé d'informations émotionnelles. Mais en fait, c'est la même énergie. Simplement, dans l'astral, elle est chargée d'informations. Dans l'éthérique, elle est neutre, elle n'est pas chargée. Voilà, mais en fait, c'est le même monde. C'est pour ça qu'on compare souvent le monde éthérique au monde électrique et le monde astral au monde magnétique. Électromagnétiques sont indissociables. Électromagnétique. Où il y a de l'électrique, il y a du magnétique. Où il y a de l'intelligence, il y a de l'émotion. Et ça va ensemble. Mais en fait, en réalité, l'éthérique, il chevauche l'astral. C'est-à-dire qu'il y a de l'éthérique en dessous de l'astral, entre le physique et l'astral, il y a de l'éthérique. Mais il y en a aussi au-dessus, plus haut que l'astral. Mais ce qu'on doit développer actuellement sur Terre, c'est le corps mental. Il ne faut pas confondre avec l'intellect. L'intellect, c'est qu'une partie du mental. Quand je dis monde mental, c'est mental, surmental, supramental. Oui, c'est ça, le supramental. Le mental comme faculté supérieure, c'est-à-dire d'être capable de se voir soi-même comme si on était quelqu'un d'autre et d'avoir une vision globale des phénomènes sans le colorer avec son propre astral. Ça c'est très difficile. Bon, moi j'y arrive assez bien, mais c'est un entraînement. Hein. Ça fait 40, bientôt 50 ans que je travaille à me décolorer, si on veut, c'est-à-dire à faire en sorte que ce que je vois ne soit pas coloré par mes propres opinions. Voir de façon objective. Ça c'est le supramental, hein, c'est le monde mental. Au sens noble du terme, à ne pas confondre avec l'intellect, qui est qu'une partie du mental. Mais c'est la version Et Richard, à pas confondre aussi avec le papillonnage mental des orientaux quand on dit qu'il faut faire taire le mental. En fait, c'est le papillonnage mental qu'il faut faire taire. C'est pas du tout le mental, au contraire. Hein, la CIA a récupéré ce concept de faire taire le mental, parce que quoi de plus pratique qu'un peuple qui ne pense plus, hein, pour le manipuler. Bien dit. Hein. Mais le supramental de Sri Aurobindo... Tu connais pas l'histoire des mouvements ésotériques qui a donné lieu au New Age avec la CIA, tu connais pas l'histoire. Oui, avec le LSD et compagnie, là, Non, c'est plus de fond. C'est une histoire avec un fond réel. Si tu veux, en 1965, il y a la CIA qui a invité tous les gourous des États-Unis à leur faire une conférence. Donc la plupart ont répondu, ils sont allés faire une conférence à Langley, en Virginie, au siège de la CIA. Ils ont fait une conférence devant un parterre d'agents secrets. Et ensuite, la CIA a mis tout ça a fait une sorte de catalogue, a vu quels sont ceux qui pourraient leur être utiles, quels sont ceux qu'ils allaient sponsoriser, et quels sont ceux auxquels il allait au contraire envoyer un contrôle fiscal pour qu'ils ferment leur gueule. Voilà. Donc en fait, la CIA a récupéré tout ça. Et le New Age, en fait, ce qu'on appelle le New Age, ça a été la résultante de toutes ces conférences et de tout ça qu'ils ont mis en forme. Et alors au début, c'était des mouvements comme Crayon, les enfants indigo, etc. Et maintenant, ils ont des nouveaux noms. C'est spiritualité contrôlée, on pourrait dire. Et maintenant, ils ont des nouveaux noms. Les enfants indigo, tout ça, ça commence à être un peu passé de mode. Donc maintenant... chaque fois que vous entendez quelqu'un qui vous fait un discours spirituel, qui vous parle de la matrice, qui emploie des termes nouveaux, qui emploie beaucoup de termes, et qui n'emploie pas le terme égrégore, par contre, qui emploie très peu ou pas du tout le terme égrégore. Eh ben, c'est de la spiritualité contrôlée, c'est les descendants des enfants indigos, mais c'est toujours pareil, c'est encore de la spiritualité contrôlée ou contrôlable, ça dépend. Il y a des indépendants, mais on les contrôle via les trolls qui vont poster des trucs sur leurs vidéos et qui peu à peu orientent leurs pensées, modifient leurs pensées, on les contrôle comme ça, quoi.
Alors, comment s'en sortir? Alors, d'où l'intérêt, Richard, je termine par là, d'où l'intérêt de développer son corps mental, parce que ça permet de voir tout ça d'une façon objective. Son corps mental ou son corps, finir par là. Ou son corps mental ou son corps supramental? Pour justement ne pas jouer d'ego, ne pas avoir un ego qui prend toute la place. Oui, mais c'est ça, quand je dis corps mental, ça comprend le supramental. Oui. Oui. C'est ça, oui, c'est le supramental, oui, c'est le supramental, si tu veux. Ouais. Ici, au Québec, on a eu un grand maître dans le domaine, il s'appelait Bernard, avec son nom de famille, quand je l'ai reçu sur mon émission. Bernard de Montréal. Bon. Ouais, c'est un vrai initié, lui, je peux te le dire. C'est pas souvent qu'on en voit, tu vois beaucoup de vidéos sur Internet, il n'y a pas beaucoup de vrais initiés dedans, mais lui, il fait partie du lot. Merci, parce que c'est moi qui l'ai fait connaître. Oui, j'ai vu ça sur une vidéo. Oui. J'ai eu l'idée d'aller voir sa biographie, sa vie, quoi. Oui. Et alors, j'ai fait une constatation étonnante, c'est qu'il a vécu exactement, à quelques jours près, le même nombre. Il est mort au même âge que Rudolf Steiner, à quelques jours près. Ils ont vécu tous les deux 64 ans, 1 mois et peut-être quelques jours. Il faudrait vérifier les dates pour être précis au jour près. Oh. Mais en gros, c'est 64 ans, 1 mois et tout petit quelque chose après. Il faudrait vérifier les dates exactement, mais ça m'a sauté aux yeux, parce que moi j'ai la mémoire des chiffres. Hein. Ah donc oui, okay. Ça m'a sauté aux yeux. Alors j'ai trouvé ça assez marrant, parce qu'il emploie il a un vocabulaire qui est emprunté un peu à Blavatsky, un peu à Steiner, un peu au Rose-Croix. Il a un vocabulaire qui est celui de l'ésotérisme occidental, on va dire. Hein. Bon, oui, quand même. Donc c'est marrant. J'ai trouvé cette synchronicité sur lui. Quoi. Voilà. Ah, la synchronicité. Il a vécu exactement le même temps. Ouais. Oui. Ben, la synchronicité a bien fait les choses, qu'on se rencontre enfin. Moi qui avais ton livre depuis 30 ans et que j'ai consulté seulement depuis à peu près 3 mois. Et avec les événements de la pandémie, j'ai dit, écoute, ce gars-là, il faut que j'y parle, mais j'espère qu'il est encore vivant. Et mon recherchiste a fini par vous retrouver assez rapidement, avec Internet, avec un nom. On est capable de retrouver à peu près tout le monde. Eh oui. On n'a pas fini de se parler... Pierre-Henri. En effet, on n'a pas terminé de se rencontrer. J'ai invité Pierre-Henri Barnezet à participer à une rencontre à 3. Lui, moi et Bernard de Montréal qu'on discutera ensemble lors d'une des conférences que Bernard avait données. Alors, vous venez d'assister, mesdames et messieurs, au Vidéorandia du samedi soir pour le samedi 20 février 2021, le numéro 8. C'est l'église de Belleuil, Saint-Mathieu de Belleuil, juste en face du Mont Saint-Hilaire, qui était toute radieuse de radioactivité. Alors, conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. Invité Pierre-Henri Barnezet, chercheur et auteur de ce livre, La radioactivité, c'est la vie. Il y a la version complémentaire ici, dans le club créé en privé pour nos abonnés du club créé du mois de février, qui dure plus d'1 heure. Ne manquez pas d'aller lire le complément de Gilles Surprenant dans le forum Orandia, dont le premier lien en bas dans les commentaires est disponible. Il rajoute un contenu régulièrement, toutes les nuits à partir du samedi soir. Recherchiste Louis Ferland à la régie Spirale. Conception du nouveau site du club créé, François Deschamps, webmaître. En janvier, il y a dans le club créé 2 entretiens avec Jimmy, dont l'un des 2 est le plan de la pandémie et la deuxième partie, comment se préparer à faire face à ce plan. Au mois de février, 2 entretiens avec Jean Deflore, un entretien privé avec Daniel Aran et bien évidemment celui avec Pierre-Henri Barnezet. Sera disponible à partir de jeudi, qui suit le samedi de la diffusion de ce Vidéorandia. Voici nos suggestions en rapport avec le contenu d'aujourd'hui. Merci de placer un pouce par en haut. Et merci d'être abonné au Club Créé. À bientôt et au plaisir.